Bien, chers téléspectateurs, la décennie qui a suivi la fin de la guerre froide va être marquée par de violents affrontements dans le monde entier, au Proche et au Moyen-Orient, dans les Balkans, dans l'ancien empire soviétique et même en Afrique. On va se rendre compte que cette décennie va s'achever, on peut le dire, avec le concept du 11 septembre, parce que désormais, on peut parler du concept du 11 septembre. C'est la raison pour laquelle, un jour comme celui-ci, nous avons bien voulu venir voir l'internationaliste, le professeur Chanda, pour discuter du 11 septembre, une opportunité ou une menace pour le monde entier. Bonjour, professeur. Bonjour. Professeur, le 11 septembre vous rappelle quoi précisément en tant que concept? Ah bon, le 11 septembre me rappelle quoi? D'abord, je crois que il faut toujours honorer la mémoire des disparus. C'est quand même près de 4000 personnes qui sont mortes. 4000 personnes qu'on pourrait appeler d'innocentes victimes. Le 11 septembre 2001. Personnellement, j'ai de la compassion pour la nation américaine, pour les familles et même pour le monde. Mais à quelque chose d'exceptionnel, à événement exceptionnel, à circonstances exceptionnelles, des mots exceptionnels. C'est un moment important, un moment d'ailleurs exceptionnel qu'on n'a pas connu depuis la relance des rapports mondiaux avec la création des Nations Unies. On peut estimer que même durant les deux grandes guerres, 14-18 et 39-45, il n'y a pas eu en une seule journée autant de morts. Donc, objectivement, ça me rappelle d'abord la douleur. Parce que le temps où on jetait les nègres à travers les navires d'esclaves est passé. C'est un temps. Nous n'avions pas été témoins de ces scènes-là. Mais nous avons été témoins du 11 septembre. Et ça veut dire quelque chose. Vous savez, jusqu'au 11 septembre, nous avions un monde à peu près normalisé. Normalisé, c'est-à-dire composé sur la base de rapports de force, garantis par des grandes puissances, des superpuissances, qui étaient à peu près parvenus à une espèce de consensus sur la repulsion de la guerre et la nécessité de la coexistence pacifique entre les peuples. Mais ça me rappelle quand on parle de stabilité de certains États en Afrique ou de stabilité tout court. J'aime souvent dire que c'est une chance d'avoir lu les œuvres des auteurs marxistes et léninistes. Parce que la philosophie dialectique et la démarche dialectique est ce qu'il y a de plus consacré dans les œuvres marxistes et les théories marxistes. Voyez-vous, avant le 11 septembre, c'est vrai, nous avions des crises latentes à travers le monde. Il y avait encore quelques situations
comme en Afrique ou au Moyen-Orient et un peu ailleurs. À la limite, on pensait qu'on avait des problèmes de gouvernance, de système et de régime de gouvernance. Leur configuration, leur structuration, leur réforme, mais sans que cela prenne des allures d'un drame, d'une alerte rouge. Nous avons eu tort, nous avions tort. Les planificateurs, les penseurs, les porteurs des outils d'organisation et d'ordonnancement géopolitique et géostratégique dans les chancelleries diplomatiques et dans les académies ont eu tort. Parce que, en faisant un peu de dialectique, on se rend compte que cette situation cachait en dessous ou portait les germes d'une grosse conflagration, dont il y avait un revers dont nous n'avions pas fait assez attention. C'est ce que vient nous rappeler le 11 septembre. Chaque fois que c'est trop calme ou que c'est trop beau, il faut s'en satisfaire, s'en plaire, mais il faut faire attention. Nous n'avions pas fait suffisamment attention. La première puissance planétaire, à la fois économique, financière et militaire, ne se doutait de rien pour ce qui est de sa condescendance, son ascendant, son ostentation. Dans les études militaires, toutes les doctrines nous présentent le territoire américain comme sanctuarisé, protégé, hyper protégé même. Mais en quelques minutes, un événement brutal est venu rappeler aux États-Unis qui n'avaient jamais connu, depuis la guerre de sécession, une véritable guerre sur leur territoire, que personne n'est à l'abri, même pas la première puissance du monde. En plus, pour un novice, un avion, piloter un avion, c'est quelque chose de très réservé. Et dans l'imaginaire des gens, entrer dans un avion, aller le projeter sur un immeuble, ça, dans la pire des pensées, dans le pire des soupçons, on n'aurait jamais cru que ce soit possible. Bien plus grave, dans l'imaginaire populaire, populiste même, d'abord la technologie, dont la maîtrise du pilotage des aéronefs en est l'expression, une des expressions élevées, est quelque chose de très réservé. La démonstration de ce que c'est une grande puissance a été faite lors des enquêtes, car
Ce qu'il y a de plus commun aux États à travers le monde, c'est la puissance publique. Presque 90% des crimes les plus odieux dans le monde sont résolus, que ce soit au Cameroun, au Canada, aux États-Unis, en France, au Sénégal, en Thaïlande. Le propos, c'est pour vous dire, on attendait des génies de la bombe atomique. On découvre que c'est une bande de jeunes dont le moins âgé avait 19 ans qui ont organisé ces attentats-là, qui ont mis ce crime terroriste en exécution. Ils ont pris le temps d'apprendre à piloter un avion. Ils ont pris le temps de planifier. Ils se sont armés de courage et de la détermination pour exécuter ces desseins-là. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi? Voilà la question. Je m'arrête là. Professeur Chanda, après la destruction des tours, il y a un ennemi déclaré, c'est l'islamisme. Est-ce que le perdant majeur de ce 11 septembre, c'est les musulmans? Vous savez, est-ce qu'ils n'ont pas été stigmatisés à partir de ce moment? Ce qui me fait peur, c'est quand un responsable peut parler trop vite. J'ai adressé à l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun une correspondance de compassion pour m'associer à la mémoire du peuple américain dans la célébration, dans la commémoration de cette journée du 11 septembre et pour les victimes. J'ai été par moments assez stoïque, mais j'ai pu dire la vérité. C'est laquelle? Je crois que nous devons en tout temps avoir le courage de poser des actes qui sont salvateurs, prendre le risque de déplaire et de dire ce que les gens ne veulent pas entendre, accepter même d'en mourir. J'ai posé la question tout à l'heure, mais pourquoi l'ont-ils fait? Quand surviennent ces attentats, le président George Bush n'est pas à Washington. Il visite une école. Et je vous fais le parallèle. L'histoire a des rapprochements terribles. C'est en 1947, lors d'un discours au Fulton College, dans l'État de l'Alabama, dans le sud des États-Unis, que le président Harry Truman pose les jalons, énonce la doctrine la plus avancée de la guerre froide, qui est devenue la doctrine Truman. Il fait la promesse et jure de contenir le communisme partout dans le monde et de défendre les libertés et la démocratie, partout où ces valeurs seront menacées. Lorsque surviennent les attentats, le président George Bush visite un collège. Avant même d'être rentré sur Washington, il déclare que l'enjeu
c'est les peuples civilisés contre les peuples non civilisés. Il va réitérer cette thèse lorsqu'il rentre à Washington. Son secrétaire d'État à la Défense, aux Affaires étrangères, Colin Powell, le général, le tout premier noir à avoir été chef d'état-major général de l'armée américaine, reprendra cette thèse. Silvio Berlusconi, qui est premier ministre italien, reprendra la même thèse en disant « Jamais, quoi qu'il arrive, et malgré ça, la civilisation de l'islam ne dépassera la civilisation occidentalo-chrétienne. » Mais il y a un moment important. Le président George Bush, lors de son adresse au peuple américain, presque en larmes, va s'interroger. Why do they hate us that much? Pourquoi nous détestent-ils tant? La réponse est dans cette recherche dialectique dont j'ai fait état tantôt. Après l'indépendance des colonies portugaises et la cession des Noirs au pouvoir en Afrique du Sud, qui marque la fin de l'apartheid officiellement, après l'indépendance des Timor oriental, deux situations importantes plombaient encore les relations internationales et la vie des institutions internationales. La question palestinienne, la question du Sahara occidental, on peut évoquer la question de Mayotte, de l'île de Mayotte, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la France a refusé de décoloniser complètement les Comores en s'emparant au travers d'un faux référendum la partie de Mayotte qui composait l'État des Comores, les îles des Comores. C'est un État insulaire. Mais dans tout ça, c'est la question palestinienne qui était la plus sérieuse. Parce qu'elle impliquait à la fois des revendications territoriales et une question de dignité, d'honneur d'une des plus vastes communautés spirituelles et religieuses du monde, la communauté musulmane. Après les accords de Camp David en 1973, qui voit l'Égypte, le principal porteur sur le plan militaire de la cause arabe et de la question palestinienne, faire alliance avec l'État d'Israël, renouer les relations diplomatiques, entraînant dans sa suite une succession, un vaste mouvement de retour d'Israël sur la scène internationale, les Palestiniens étaient quelque peu abandonnés à eux-mêmes. Mais c'est sans compter avec les autres ordonnancements de la scène diplomatique mondiale et des rivalités entre les grandes puissances. Officiellement, la guerre froide est terminée avec l'effondrement du mur de Berlin, la désintégration de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques, et puis la perestroïka, la glasnost,
division de l'URSS en plusieurs entités, comme vous le savez. Officiellement, nous étions à la fin. Nous étions dans un monde qui naviguait tant bien que mal vers la paix éternelle, ainsi de suite. D'autant plus par ailleurs que sur le plan des armements nucléaires, les accords de Reykjavik entre Brezhnev et Ronald Reagan, puis ensuite entre les accords START, Strategic Reduction Torque, Limitation Torque, entre Reagan, Gorbatchev et la suite, avaient fini par pacifier le monde. On avait même pu régler la question de l'équilibre des forces Est-Ouest sur le théâtre européen, dont en réalité tout filait le bon coton. Et les Palestiniens étaient abandonnés à eux-mêmes. Les Américains, pour contrer l'ex-URSS d'Afghanistan, avaient créé une nébuleuse, armé les Afghans, joué sur l'idéologie islamiste, et qui sont des extrémistes. En réalité, on les a utilisés, et puis après, on les a perdus de vue. On a utilisé l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats, tout ce monde-là. On a créé une pieuvre qu'on ne contrôlait plus. C'est cette pieuvre qui s'empare de la question palestinienne et dit on va venger les Palestiniens, on va venger les Arabes, on va venger le monde islamique. Donc pendant que le monde dort sur ses deux oreillers, on n'a pas résolu la question palestinienne. Quand George Bush arrive au pouvoir, quand il prend le pouvoir en janvier 2001, il entre à la Maison-Blanche. Vous savez, jusqu'au dernier moment, Bill Clinton a négocié avec Arafat et Shamir dans les jardins de Camp David pour essayer d'obtenir un accord. En vain, ça n'a pas marché. Quand Bush arrive à la Maison-Blanche, vous savez, l'émanation de la moral majority, qui correspond un peu au thèse que Donald Trump défendait, encore récemment, qu'il défend toujours, l'Amérique d'abord. On n'a pas à s'embarquer ou à s'embarrasser des conneries du monde entier. Israël et Palestiniens, que sont ces histoires-là? S'ils ne peuvent pas s'entendre, tant que Coca-Cola est en santé, que IBM, Microsoft et tout le reste fonctionnent, General Motors et tout, on s'en fout. George Bush dénonce les accords de Kyoto, il dit on ne signe pas ces conneries sur le climat, c'est une invention de pauvres et des arriérés pour tuer les industries américaines. L'accord sur les bombes à fragmentation, il dit nous on ne signe pas ça, ça va empêcher nos industries d'armement de prospérer, on n'est pas d'accord. En fait, tout ce qui a été fait dans la démarche internationale, dans le sens de la paix, du rapprochement des peuples, de la conciliation, de la réconciliation des intérêts, Bush dénonce. C'est ça qui choque toute une jeunesse palestinienne, qui choque tout un peuple arabe. Il me souvient, et voilà, si vous prenez mon livre 2 d'ailleurs, Pensée unique et diplomatie de guerre, et puis repenser la diplomatie. Reformer. Ouais. Vous vous rendez compte, dans l'un aux pages 126, dans l'autre dès la page 83,
je consacre une série d'analyses à la démarche du nouveau président américain. Et la dernière intervient à un moment important. C'est La dernière intervient à un moment important. Il y a une conférence, la toute première, qu'organisent les Nations Unies sur le racisme en Afrique du Sud. C'est la toute première, du 3 au 5 septembre 2001. Comme toujours, avec la politique, sinon la diplomatie de polarisation des extrêmes au sein des institutions internationales, les pays arabes soutenus par les pays africains font voter une résolution qui assimile le sionisme au racisme. Vous savez, c'est pour une résolution similaire que les États-Unis avaient quitté l'UNESCO ou suspendu leur participation à l'UNESCO. Donc, c'est un électrochoc. La délégation américaine conduite par Colin Powell quitte la conférence brutalement. La délégation de l'Union européenne reste, mais décide de ne plus voter, participer au vote. Et le 7, je produis un article majeur qui reprend toutes les analyses que j'avais faites depuis janvier avec l'arrivée de Bush et cette volonté de casser tous les acquis obtenus par Clinton pour apaiser les relations internationales. L'article est publié, c'est repris dans beaucoup de pays. Et c'est le 7. La conclusion de l'article, c'est que la politique étrangère menée par la nouvelle administration américaine, l'administration Bush, va conduire les États-Unis à la catastrophe. On est le 7 septembre. Et le 11 septembre, il y a les attentats. Est-ce que j'étais sorcier? Non, pas du tout. Je pense que il faut avoir le courage de dire ce qu'on a vu. La principale caractéristique marquante du chercheur ou simplement du citoyen avisé et honnête, c'est de penser à ce qui est commun, à ce qui peut stabiliser la société positivement. En fait, cette orientation de la politique américaine avait radicalisé des groupuscules nés en Afghanistan, financés en Arabie Saoudite, financés au Koweït, financés dans les Émirats, qui se sont en fait établis partout en Europe en générant des cellules. Donc c'est la cellule principale qui a été établie en Allemagne et qui obéissait aux ordres de Ben Laden, qui lui-même est une création des États-Unis en réalité. C'est cette cellule qui prépare et exécute les attentats du 11 septembre. Voilà pour l'histoire. Et j'ai bien peur que nous continuons à porter des plaies que nous ignorons, que nous croyons peut-être stabilisées. Un certain nombre de médicaments de circonstance nous ont conféré la santé, une santé visible. Mais cette plaie ou ces plaies continuent d'entacher notre destin.
Voilà l'origine des attentats du 11 septembre et les enseignements que ça nous impose. C'est qu'il n'y a pas de puissance absolue et que dans chaque état de bonheur, de stabilité et de, j'allais dire, de sacralisation de l'acquis, il y a un revers de la médaille dont il faut se méfier et qui ne se révèle qu'au moment où nous attendions le moins. Professeur, est-ce que le 11 septembre inaugure une recentration de l'État, redonne plus de pouvoir à l'État et j'ai envie de dire, peut-être la conséquence, c'est une fragilisation des mouvements de gauche? D'abord, oui. Oui et absolument oui. Oui, parce que, d'abord, strictement pour les États-Unis. Vous savez, la fin de la guerre du Vietnam était intervenue parce que les atrocités des troupes américaines au Vietnam, plus de 300 000 tonnes de bombes chimiques déversées dans tous les sens, des tueries à n'en pas finir, avaient été révélées au peuple américain. Les crimes de la CIA dans les Caraïbes et tout avaient été révélés au peuple américain. Le Congrès avait donc pris beaucoup de mesures enlevant au président le pouvoir automatique de la guerre. Et comme vous le savez, la Constitution des États-Unis s'articule sur un équilibre entre les exigences des petits États du Sud et les États du Nord. Parce que le peuplement américain lui-même résulte d'une invasion d'aventuriers qui fuyaient les guerres en Europe et retrouvaient la guerre chez eux. Oui. Donc on a dit, on a le véritable pouvoir d'engager les États-Unis dans le monde a été conféré au Sénat, où chaque État, petit ou grand, a 2 représentants. Donc après le Vietnam et les scandales de Watergate, on a cassé pratiquement les pouvoirs du président. Les attentats du 11 septembre sont venus redonner de la vigueur. Le Congrès, devant un discours enflammé, plein d'émotions du président, a accordé les pouvoirs qu'on avait enlevés au président. On lui a dit, on lui a donné le OK pour combattre le terrorisme à travers le monde, pour chasser et arrêter tous ceux qui ont commis ces attentats, changer complètement de politique, abandonner les thèmes de la démocratie et tout, que Clinton avait ramené au devant de la scène, réorienter tout à partir de là. Et plus important, aux États-Unis, on a créé un ministère de l'Intérieur. Ça n'avait jamais existé. Aux États-Unis, un Américain n'était pas obligé de porter une pièce d'identité. Il fallait qu'il soit simplement identifiable par tous les moyens. On a institué un ministère de l'Intérieur et l'obligation que chaque Américain porte effectivement une pièce. Ensuite, on a autorisé le président à demander et obtenir tous les moyens nécessaires pour sa politique internationale destinée à la lutte contre le terrorisme. Au plan international, partout en Afrique, les États-Unis ont revu leur politique vis-à-vis des États africains, en Amérique latine et tout. On a stabilisé, réintégré dans une forme d'affection positive des pays qui avaient été proscrits ou mis à la marge dans leurs relations avec les États-Unis. Et mieux, sur le plan de la finance internationale, à l'initiative des États-Unis, on a imposé des règles extrêmement strictes pour toutes sortes de transactions.
Et pour ce qui concerne les transports et les mouvements de personnes, on a changé complètement l'armature de gestion des mouvements de personnes sur le plan international, réorganisé l'accès aux aéroports, introduit des systèmes de fouilles et de recherche qui, au fond, en réalité, après réflexion, constituent des violations de l'intégrité physique et de la dignité des personnes. Oui. Voilà les conséquences du 11 septembre, dont certaines, en réalité, ont une gravure éternelle dans notre quotidien. C'est une journée qui a changé le monde. Le 11 septembre 2001, des terroristes détournent 4 avions de ligne. En moins d'1h30, ils les font s'écraser contre les tours du World Trade Center, le Pentagone et dans un champ de Pennsylvanie. À 8h46, le premier avion s'écrase dans la tour nord du World Trade Center. Dix minutes plus tard, le président américain George W. Bush, en visite dans une école en Floride, est discrètement prévenu du crash. Au total, les attaques du 11 septembre 2001 ont tué 2977 personnes. Quotidien. Professeur, est-ce qu'on peut considérer que le pouvoir des États-Unis est fragilisé à ce moment-là et que l'Europe prend une part? Parce que désormais, les États-Unis sont obligés de faire avec les autres pays du monde, notamment en ce qui concerne le renseignement. Non, pas du tout. Vous savez, la chose la mieux partagée entre les États, c'est le renseignement. D'ailleurs, au plan criminel, il y a Interpol. Ensuite, j'aime vous dire que, pour ceux qui ne le savent pas, dans la nomenclature diplomatique telle que consacrée par les deux conventions, la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Chaque fois que vous entendez parler de deuxième secrétaire d'ambassade, ce sont des préposés du renseignement. Et la Convention de Vienne reconnaît aux diplomates, aux missions diplomatiques, en gros, la latitude de s'informer par tous les moyens légaux sur l'évolution de l'état d'accréditation. Et ça veut tout dire, les États échangent, même dans le contexte des crises ou des conflits ouverts. Des lignes rouges existent, elles ne sont jamais éteintes. Simplement, je dois vous dire oui aussi, parce que quoi qu'on le veuille ou non, les États-Unis se sont retrouvés un peu petits à ce moment-là. Je dirais honteux. Eux qui croyaient que leur territoire était infranchissable, qu'ils étaient à l'abri, ils avaient toutes sortes d'armes, se sont vus défiés par une bande de jeunes déterminés à porter une cause et à rappeler au monde, surtout aux États-Unis, une cause. Vous savez, rien ne remplacera les deux tours du World Trade Center. C'était le symbole parfait, la mélodie achevée du capitalisme triomphant. Ou à New York, à Manhattan, la citadelle des plus grosses et des plus pompeuses, fumeuses transactions financières dans le monde. Rien ne remplacera ces tours-là.
Ils ont voulu frapper l'Amérique au cœur, puisqu'ils ont visé le Pentagone. Le Pentagone, c'est une ville, monsieur. Près de 100 000 personnes travaillent dans le Pentagone. La base de toute la planification stratégico-militaire des États-Unis. Ils ont visé le Capitole. Et ils ont visé les 2 tours. N'eût été le courage de quelques Américains, de vrais patriotes, dans l'avion, le Capitole aurait été détruit. C'est eux qui dévident l'avion et se suicident avec cet avion-là. Mais, dans le même temps, vous savez, on peut partir d'une faiblesse pour construire une nouvelle puissance. Un peu comme les ratés de la conférence nationale ont regaillardi, ont renforcé les pouvoirs autocratiques en Afrique. Après que ces pouvoirs aient été mis dans une position fragile à la suite des discours de la perestroïka et de la glasnost, l'arrivée des conférences nationales, Mobutu l'a organisé, il a même pleuré à la tribune. Ils l'ont organisé partout, Kérékou l'a organisé, il était le premier. On l'a eu au Togo et ça a permis à l'ancien secrétaire général Edem Kodjo, brillant intellectuel internationaliste, de devenir premier ministre. Et après, ces pouvoirs ont intégré ces phénomènes-là, se sont regaillardis, sont redevenus puissants. Alors de même, les États-Unis, une fois passé le temps, la frayeur et de l'émotion, ils ont utilisé la sympathie du monde. Devinez qui est le premier pays à adresser des condoléances, à adresser des messages de compassion aux États-Unis. C'est la Russie, c'est Poutine. Ah oui, c'est la Russie, monsieur, c'est Poutine, Vladimir, leur ennemi juré. Après, c'est la Chine, ainsi de suite. Et le monde entier communiait avec les États-Unis dans la douleur. Et l'Amérique se réveille en disant « Merci, vraiment, c'est très grave, le terrorisme. Lèvons-nous tous contre ce terrorisme. Voici donc ce que nous devons faire. » Et tout le monde accepte. Et ça a abouti à renforcer la pensée unique et la démarche impériale des États-Unis. Voilà ce qu'on a eu. Professeur Chanda, on est passé très vite sur question. Est-ce que le 11 septembre a fragilisé les mouvements de gauche? Oui et non. Oui, parce qu'en réalité, vous savez, quand vous avez par exemple la justice populaire dans la rue, on dit il a volé, il a arraché le sac d'une femme, ainsi de suite, il a mis l'incendie. Vous savez, la première réaction des gens autour, c'est de dire « Ah, il mérite ça. » Vous voyez? Donc, personne ne peut avoir une opinion contraire, compassionnelle pour le voleur, ainsi de suite. Donc, les gens avaient bien conscience, et on le disait sous cap, que les mouvements palestiniens et tout devaient être soutenus. D'ailleurs, je vais quand même vous dire que dans beaucoup de pays arabes, des gens ont célébré le 11 septembre. Il y a eu, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire contemporaine des nations et du commerce, des t-shirts à l'effigie de Ben Laden comptent parmi ceux qui ont jamais été les plus vendus dans le monde. Ça, c'était minoritaire, si vous voulez. Ce qui montre que, à premier coup, les forces progressistes, les mouvements de gauche ont dû bien replier devant l'ampleur du drame. On dit 3000 personnes, près de 4000 sont mortes en un jour. Il y a là-dedans des innocents, des pères de famille, de simples personnes qui gagnent rien du tout par jour, des balayeurs, des sapeurs-pompiers et tout, des gens qui sont même contre la politique du gouvernement de leur pays. Tout ce monde-là était dans les tours. Les gens se jetaient à travers les fenêtres et tout.
pour aller s'écraser au sol en flammes. Mais, par la suite, petit à petit, on a réinstitué le discours de « mais pourquoi ont-ils fait ça? Ah oui, il fallait bien que l'Amérique ait une situation comme ça. Ah, ils sont trop arrogants, et ainsi de suite. » Vous voyez, c'est une forme d'ambivalence dans l'appréciation globale. Et il importe de ne retenir que la lecture historique qui, en réalité, relativise les puissances et rappelle à chaque moment que les causes d'injustice ne s'éteignent jamais tant qu'elles n'ont pas trouvé une solution. Et ces solutions, ce sont les dirigeants du monde, ceux qui sont en position d'indiquer, d'édicter des mesures qui doivent les initier. Voilà. Professeur Chandassy, on peut considérer que avant le 11 septembre, l'économie libérale est à son apogée. Elle commence à déborder même les structures de l'État. Est-ce que le 11 septembre ne vient pas mettre un nouveau contrôle sur les économies, sur les formes, sur le transfert d'argent et à la fois n'est pas un frein pour les entreprises dans leur propension? Non, et oui. Non, d'abord parce que dans ce que vous appelez économie aujourd'hui, je prends un pays comme l'Italie. Jusqu'à 50 à 60% des chaussures que nous mettons, qui sont fabriquées en Italie, le sont dans des petites chambres, des unités familiales, contrôlées très souvent par la mafia, qui échappe au circuit d'argent officiel. Il y a au moins jusqu'à 30% de toutes les transactions internationales qui sont hors de tout contrôle, en dépit de tous les mécanismes de surveillance. C'est fondamental. Il y a, de manière tout à fait officielle, des parts importantes de la masse monétaire ou des masses monétaires qui font l'objet de circuits parallèles. Ça, c'est voulu par les États, les fonds de services secrets, ainsi de suite. Pensez que les fonds, les financements, la CIA sont passés par où? On n'est pas allé au Congrès ou bien au département du Trésor, dit écrivez, il nous faut $1 milliard pour aller déstabiliser Kadhafi, ou bien à l'Élysée, ainsi de suite. Souvenez-vous, François Mitterrand, quelques mois seulement après son arrivée à l'Élysée, reconnaît officiellement que la France a éliminé, au moyen des forces spéciales, plusieurs personnes à travers le monde qui étaient gênantes. Des personnalités comme Félix Moumié, le nationaliste camerounais de regrettée mémoire, qui a été assassiné par l'espion William Betchel en Suisse, empoisonné. Bah, attendez, vous pensez que c'est avec quels moyens? C'est des fonds secrets. Donc, non, pas du tout. Ça, il faut éliminer ça. Oui, pour les petites personnes, oui, pour tout ce qui est très visible, oui, pour la constitution des institutions, oui, certainement pour certaines situations où, en réalité, on ne veut pas qu'un tel ou un tel autre ait accès à quelque chose. Il faut bien savoir que les États constituent une superpuissance d'abord solidaire. Les citoyens sont des brebis. C'est fondamental. Et pour cela, il faut beaucoup de moyens. De même, elles peuvent décider que telle transaction qui a lieu ou qui est en cours ou qui est envisagée dans telle partie du monde par telle ou telle personne ou tel groupe n'aura pas lieu. Et puis on peut frapper dans ces transactions d'illégalité en leur attribuant des épithètes qui correspondent en réalité aux ambitions revanchardes ou étriquées, sectaires, négatives des puissances publiques. Voilà. Sauf que ce qui semble se passer, c'est que ces groupes-là ne sont pas identifiés. Je prends un exemple simple. Vous êtes un homme d'affaires au Cameroun actuellement, vous avez une affaire à régler à Paris entre 16 et 17 heures cet après-midi. Vous ne pourrez pas, si le montant est de 5 millions, de 10 millions, de 15 ou de 20 millions, parce que la réglementation mise en place par la COBAC est devenue suffisamment compliquée pour que vous ne puissiez pas faire la transaction. Est-ce que ça ne reste pas un frein
pour les entreprises et pour les opportunités d'affaires. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est un pis-aller et c'est un mal nécessaire. Mal nécessaire parce qu'en réalité, ça permet dans une certaine mesure, effectivement, de maîtriser certains risques sur le plan sécuritaire, mais dans le pire des cas, ça peut effectivement rendre stérile l'évolution d'une entreprise ou la promotion d'un produit. Mais dans le meilleur des cas, en réalité, ça peut offrir la latitude à ces entreprises ou aux promoteurs de s'en remettre à des circuits privés. Vous voyez, et quand on vous dit, prenons l'opération pétrole contre nourriture en Irak, on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte, y compris même pour le Koweït, on s'est rendu compte qu'était mêlé le fils du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qu'était mêlé le vice-président des États-Unis de l'époque, vous voyez, qui était actionnaire d'une des entreprises qui était bénéficiaire. Donc, on ne vous le dira pas, mais on fera peut-être la remarque, on va le relever, mais après coup, après que les opérations aient eu lieu, on vous dira, on maîtrise. Écoutez, on vous a parlé de Madoff, n'est-ce pas, le grand escroc américain, mais il était escroc pour la circonstance. Il n'était pas escroc par rapport aux lois du système. C'est qu'à un moment donné, il a certainement posé un acte quelque part qui allait trop loin, ou qu'à un moment donné, le système qu'il servait a décidé de le lâcher. Vous voyez, c'est fondamental. Derrière le succès des plus grands groupes industriels et commerciaux, groupes industriels, commerciaux et financiers à travers le monde, il y a généralement l'argent sale. Ça, je peux vous le garantir. Il y a l'argent sale, il y a des transactions invisibles, il y a des interactions avec la puissance étatique. Professeur, qu'est-ce que l'Afrique gagne du 11 septembre? Je ne saurais vous donner une réponse automatique, si vous voulez, mais simplement, les leçons du 11 septembre ont un caractère général. Je pense que ce n'est pas que l'Amérique, ce n'est pas que les Américains, c'est l'humanité entière qui s'est retrouvée rappelée brutalement, n'est-ce pas, sur son sort. Et les États-nations, les puissances qui, du coup, se sont rendus compte de la vanité, en réalité, de leur ostentation de pouvoir. Spécifiquement, les États-Unis, en dépit de tout ce qui existe encore, ont appris quelque chose. Ont appris à se mettre en tête qu'il faut compter avec d'autres nations, d'autres civilisations et d'autres cultures. Je ne dis pas que c'est acté, ce n'est pas encore le cas, puisque la démarche internationale américaine, telle qu'on la voit aujourd'hui, n'est absolument pas rassurante. Elle ne nous apporte pas la preuve ou les garanties que les dirigeants américains ont compris complètement ou profondément la substance du 11 septembre. Et je pense que s'il y avait quelque chose à dire, ce serait de prier. De prier. Pour que le 11 septembre reste comme une leçon définitive pour tous les détenteurs du pouvoir, pas simplement américains. C'est-à-dire qu'à chaque moment, votre destin peut basculer sans que vous n'ayez complètement conscience des sources, des origines, des mécanismes et de l'ensemble des implications et conséquences. Dernière question, prof. Est-ce que le 11 septembre n'a pas été un prétexte pour les États-Unis pour vassaliser davantage le monde? Non, non, écoutez, ça c'est... Vous revenez à des thèses complotistes. On n'a pas été sur la Lune, on n'a pas fait... Non, non, pas du tout. Je crois que... non, pas du tout. Je pose la question autrement. Est-ce que le 11 septembre n'a pas imposé un nouvel ordre mondial? Ah non, elle aurait dû. Le 11 septembre aurait dû, l'événement aurait dû. Mais ce n'est pas de cette manière-là, si vous voulez. Je crois que ça a été certainement un déclic
si vous voulez, pour rappeler aux uns et aux autres la relativité des positions de puissance. Et je pense qu'à mon sens que c'est certainement le début, si vous voulez. C'est à partir de là que l'on comprend qu'il n'existe pas que les rapports de force entre les camps structurés en puissance économique et militaire. Il existe d'autres rapports de force qui intègrent ce qu'on a considéré jusque-là comme la périphérie. Chers téléspectateurs, le 11 septembre a certainement restructuré le rapport de force. Peut-être maintenant à nous, à chaque pays, d'en prendre ses responsabilités. Merci, professeur Chandika. Je vous en prie. Disons-nous à très bientôt sur Africa TV.